Salut à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo normalement sur Gravity Falls où comme je l'ai dit la dernière fois ce serait un petit peu de la détente, on va pas faire quelque chose d'aussi poussé, d'aussi travaillé que d'habitude, mais j'avais envie de me lancer dans quelque chose qui a fait un petit peu parler de lui avant. Je suis plus sûr si c'est à la mode ou pas, si ça a vite été démodé ou pas, mais j'ai trouvé que c'était cool et j'avais pas trop l'occasion de faire ça avant. Je sentais pas vraiment qu'il y avait quelque chose de particulièrement propice à ça. Je parle évidemment de Top Tier, ce fameux système qui est instauré depuis plusieurs mois maintenant, qui a bien fait parler l'espace d'un moment maintenant. Je suis plus trop sûr, il me semble que c'est un petit peu oublié, mais ça n'empêche pas que j'aime bien le truc, j'aime beaucoup le concept, c'est très pratique pour un petit peu lister les choses, donner un ordre de préférence à ce qui nous plaît par rapport à telle œuvre. Et ça me paraissait un peu de mise de faire un épisode spécial centré sur les personnages de Gravity Falls, parce que bon, c'est un gros morceau, hein. Pour moi, les personnages d'une œuvre, c'est quand même le morceau le plus important à traiter, et je vous cache pas, oui, j'ai pas vraiment étudié ça en détail lors de ma dernière vidéo, c'est pour une raison précise, parce que j'ai envie de le faire maintenant, dans un top tier où je vais vraiment lister tous les personnages un petit peu importants dans cette série, et voir quels sont les mieux réussis, les moins bien réussis, les moyens, etc. etc. On va voir ça tout de suite. Boum! Voilà la liste vide dans toute sa splendeur. Déjà, je suis content que la personne ait vraiment pris la peine de faire tous les dégradés possibles, c'est-à-dire de S à F, en disant pas ouais, il n'y a aucun personnage qui est mauvais au point d'être au rang F. Non, 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 hein, ça peut aller jusqu'à F. Ça fait plaisir, je le dis parce que c'est pas moi qui ai fait cette liste de personnages, hein, je vous le montre tout de suite en bas, c'est la liste de tous les personnages de Gravity Falls qui sont là, enfin pas tous, j'en parlerai là, et ouais, il faut avoir un compte Twitter pour créer activement une tier list et lister donc tout ce qui rentre dedans, et j'ai pas envie d'avoir un compte Twitter. J'en ai rien à foutre de Twitter. Si c'est juste un gimmick pour avoir droit à ça, ben je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui ont déjà fait des tas de tier list et je peux y participer directement sans avoir de compte Twitter. Donc c'est cool. Hein. Il y a ça pour Avatar, le dernier maître de l'air par exemple, et d'autres trucs. La licence des jeux Final Fantasy aussi. J'ai fait pas mal de tier list perso, un de ces quatre. Je sais pas si ça intéresse, peut-être que je ferai partager ça sur mon temps libre rapidement, histoire de dire si ça intéresse un petit peu. Enfin bon, on verra hein, dans un futur un peu éloigné. Hein. En tout cas, oui, la personne a pris la peine de faire rang F à F pour tous les personnages, et elle a fait une assez grosse liste dans le catalogue des personnages de la série, pas complète, mais bon, il y a des trucs à redire à ce niveau-là. Le plus important, les personnages vraiment importants, ils sont ceux dont je veux parler, donc ça me va très bien cette liste dans l'absolu. Je vais avoir quelques petites choses à redire. J'ai pris sur moi de reclasser ça de façon à pouvoir faire un petit peu le type de personnage par type de personnage, en commençant déjà par ceux qui apparaissent dans un seul épisode vraiment important. Ils ont un rôle, un un peu notable dans un épisode et après on s'en fout un petit peu d'eux. Après il y a ceux qui ont un rôle sur plus d'épisodes qui sont des persos récurrents qui enrichissent un peu plus l'univers. Et après on va s'attarder sur les méchants et ensuite les personnages principaux, les protagonistes de cette série. Hein, comme vous pouvez le voir là. Et on va commencer en se plaignant du travail d'un type qui a fait ça bénévolement sur le net pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Voilà, hein, est-ce que je suis un gros connard? Je comprends pas certains détails, certains délires de cette liste. Surtout au début, voilà, j'ai regroupé donc ça genre par genre. J'ai oublié de parler du début où je comprends pas une seule microseconde ce qu'ils font là. Alors vous voyez ces 6 premiers personnages, alors il y en a 2 qui sont répétés 2 ou 3 fois, je sais pas pourquoi. Je sais absolument pas qui sont ces 2 gamins, est-ce qu'on est censé les avoir vus à un moment ou un autre? Et pourquoi on a 3 images sur le même gamin mais pas sous le même angle? Est-ce que j'ai loupé un épisode spécial où le mec il a 3 personnalités, un au niveau de son torse, un au niveau de sa bouche et un au niveau de ses cheveux? Je sais pas. J'ai pas compris ce détail là. Et puis il y a ce type. Peut-être qu'il est apparu rapidement dans un petit délire où on passait au live action. J'ai
J'ai pas souvenir du tout. Est-ce que c'est le créateur de la série? À ce moment-là, mes excuses, hein, je n'ai pas une grande culture et ça se voit pas très bien. Donc je vais pas avoir grand-chose à dire là-dessus, ça représente rien du tout pour moi. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour parler d'un cas particulier qui ne figurera pas dans ma tier list, c'est-à-dire les personnages qui sont là. Donc ceux-là, ils sont même pas dans mes rangs S, A, F, parce que bon, je sais même pas qui ils sont, mais il y a des personnages qui sont comptés dans cette liste, qui sont juste là, qui apparaissent genre 2 minutes à peine, ou genre par petites bribes rapides, sans apporter que dalle, pour moi. C'est-à-dire, ça change absolument rien à l'univers, ça n'a absolument aucun apport, un tant soit peu notable, sur le ton, sur l'ambiance, sur le développement quelconque de quelque élément de l'univers. J'en ai rien à foutre de ces personnages, donc je vais même pas les compter en F ou quoi que ce soit, c'est juste des personnages oubliables. Donc ils ne seront pas comptabilisés, et vu qu'on commence avec les personnages one-shot, ceux qui n'apparaissent vraiment réellement qu'un seul épisode, il va y avoir pas mal de ces personnages-là qui entreront dans cette catégorie. En commençant donc par ces deux-là. Ces deux-là, je sais pas pourquoi on les a mis. Je sais qui ils sont, on les voit rapidement dans le 2e épisode, donc il y a la légende du gloutosaure, c'est un couple. Est-ce qu'on les voit en dehors de ça? Peut-être qu'ils apparaissent rapidement en arrière-plan avant, après, mais j'ai rien à dire, ils sont là, quoi. Ils ont une petite scène. Pareil, là, il y a ces deux personnages qui sont très réminiscents de Maple et Dipper dans le design, donc mais ils apparaissent une petite minute, même pas dans l'épisode de la légende du gloutosaure. Pourquoi on les compte, je sais pas trop. Et c'est un peu bizarre, à nouveau, hein, c'est rapidement pour me plaindre d'un mec qui a fait un travail bénévole, hein, parce que je suis un connard une fois de plus. Si c'est pour partir à ce point dans les détails comme ça, pourquoi on n'a pas eu plus de détails? Pourquoi on n'a pas eu les collègues bagnards de Gideon? Pourquoi on n'a pas eu tous les monstres qui étaient du côté de Bill Crypto à la fin de la série? Il y a énormément de personnages plus importants que ça qui ont été mis en avant, qui étaient un peu plus notables que ça, que des petits délires d'une minute qui apparaissaient histoire d'eux, quoi. Je vois pas trop l'intérêt, je vous cache pas. Enfin bon, on va commencer avec les personnages un tout petit peu notables. En tout cas en ce qui me concerne, en commençant par ce type. Voilà, le personnage dont j'ai pas parlé dans l'épisode sur l'armée de Dipper, où il y a eu un problème de papier lors du photocopiage, donc ça donnait cette monstruosité, et c'est le gag. Et honnêtement, j'ai pas trouvé ça particulièrement frappant, et là non plus, je vous cache pas que ça m'a pas apporté grand chose pour moi. Sans doute ça parlera à certains, pas mal de gens ont été un peu pris par l'humour de ce type dans l'épisode, tant mieux pour vous, moi c'était... c'est pas mauvais, hein, c'est pas affreux, mais c'est pas sans sas non plus, quoi. Donc, on va passer ça. Allez, on va commencer à parler enfin d'un personnage qui va avoir une place. Ah, enfin, quoi. Alors, il s'agit de Tyron. Tyron, alors, j'aime beaucoup le personnage, pour le peu qu'il apparaît, dans son approche. Je le mets en B parce que bon, c'est aussi le problème avec ce personnage qui apparaissent un seul épisode. Ils n'ont pas le temps d'être ultra développés. Donc c'est une copie de Dipper qui a la même mentalité que lui, mais qui a conscience de son statut de clown qui peut être défait à tout moment. Donc il a vraiment cette compréhension de son statut et il le vit assez pacifiquement, sauf à la fin, et il se rebelle contre Dipper pour des raisons un peu différentes de d'habitude. J'avoue que en termes de mentalité, il est bien rendu et il était plutôt sympathique à suivre à cet égard. C'est un truc que cette série sait bien faire régulièrement, des bonnes petites idées ci et là, et ça c'est une bonne petite idée qui remplissait bien l'épisode, qui faisait un bon duo avec notre protagoniste. Après, nous avons ça, ce mec... le mec qui est enfermé sous la piscine dans l'épisode... j'ai oublié le nom. L'épisode sur Cyrano. À part pour appuyer une blague relativement de mauvais goût, je trouve. Qu'est-ce qu'il apporte exactement? Rien, non plus, hein. Tous ces personnages-là, je m'en fiche un petit peu, quoi. Ils servent à rien. Ils appuient rien de particulier, hein. C'est juste un gag d'un moment. Qu'est-ce que j'ai à en dire à part... ça vaut vraiment d'être considéré comme des personnages notables de la série? Pas personnellement,
Ensuite, nous avons donc Sirondo. Je l'aime pas. je... Je trouve qu'il a été super mal géré. Son gimmick d'espagnol est typique cliché sus vite. La façon dont on gère sa relation avec Mabel, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, je trouve que ça coulait pas mal. Ça vaut pas grand chose, hein, pour moi. Non, vraiment pas fan. Après, nous avons cette espèce de gars, à nouveau, toujours dans le même épisode, qui est une espèce de gros délire de mec complètement sous tension à un stade où ça en est ridicule. À nouveau, c'est fait pour le gag, je suis sûr que ça en a fait certains, moi pas. Et une fois qu'on sort de ça, ça portait pas grand chose. Mais il a un rôle quand même notable dans le fait que c'est le type qui a embauché Eddie Purr et qui lui fait remplir certaines conditions pour rester là et donc être auprès de Wendy. Donc il a un petit rôle à jouer, il le joue pas trop mal en termes de fonction de base. Son trait de caractère excessif et ridicule m'enchante pas trop. Ça vaut des pour moi. Ensuite, nous avons cette fille. Alors, ouais, ça vous parle peut-être pas, hein, ce qui n'est pas étonnant parce que bon, c'est pas comme si on avait beaucoup insisté sur ça. Cette fille, c'est un béguin de Stan dans un flashback sur mes idoles sont des clones. Voilà. Elle est apparue l'espace d'une minute dans un flashback de Stan sans avoir de lien avec les deux intrigues centrales de l'épisode. Pourquoi on la compte? Je ne sais pas. Hein, ça mérite même pas d'être compté dans cette liste. Je trouve ça dingue déjà que j'arrive à m'en souvenir de ce personnage. Après, nous avons donc le fils de McCrockett. Il est pas mauvais, mais il est plat. C'est le C de la platitude. On peut même le considérer comme étant un peu frustrant, vu qu'on développe rien réellement autour de lui et son paternel par la suite, alors qu'on aurait pu faire quelque chose, vu que McCrockett gagne beaucoup en importance par la suite de la série. Mais bon, il y a au moins ce petit bonus où on voit à la fin, dans les crédits de fin, qu'ils ont renoué. Donc c'est mignon d'appuyer un tout petit peu ça quand même. Hein, histoire de dire que vous vous souvenez un petit peu du lien qu'il y a entre ceux-là. Mais sinon, ouais, vraiment, il a un épisode d'importance et le reste du temps, il a juste des petites apparitions histoire de dire qu'il existe, quoi. C'est pour ça que je le compte comme un personnage d'un seul épisode. Il y a ce mec, je me souviens vaguement de quelques délires qu'il a fait. Aussi dans l'épisode de la légende du Gloutosaure, me semble-t-il, complètement oubliable. Genre, c'est une sorte de redneck ou je sais pas quoi. Sans intérêt. Voilà, on a toute une ligne de personnages que je ne compte pas déjà, ça se commence bien. Alors, ensuite, nous avons notre boys band, Several Times. Je me souviens plus de leur nom français. Enfin, les To Be Free du moment. Alors, c'est... Le problème avec ces personnages, c'est que leur gimmick s'use vite. Même si j'apprécie énormément l'approche qui est faite par rapport à ça, comme quoi on tourne en dérision les boys bands, alors que bon, c'est un petit peu une des marques de fabrique de Disney. Donc j'apprécie cette approche un peu satirique qu'on a de ses propres créations dans cet univers. Donc ça rend ça assez rigolo. Le truc, c'est que le gag s'use vite, malheureusement, et ça les empêche d'aller très haut, pour moi en tout cas. Donc c'est rancé. Si on avait tenu ça au minimum ou si on avait été moins grossier sur les blagues autour d'eux, ça aurait sans doute atteint un rang B, mais là non, juste rancé. Après, nous avons Dex Centric, le mec qui est le plus normal de la ville. Et bizarrement, il s'appelle Dex Centric, c'est la blague. Aucun impact, aucun intérêt pour moi. Zappé, Quentin Tremblay. Je peux pas dire une seconde qui m'a pas fait un peu sourire par sa bêtise à plusieurs moments. Et que, oui, si on prend vraiment l'épisode à part, il se suit bien, de façon sympathique, donc je peux pas dire qu'il est mauvais. Après, est-ce qu'il vaut grand chose?
Non, à nouveau, c'est un délire de l'épisode. Et oui, on insiste sur le fait qu'il est stupide. Et lorsqu'on essaye d'y réfléchir un petit peu, il y a énormément de questions qui se posent par rapport au fait qu'il ait pu être candidat, quoi. Rien que ça. Donc, ouais, je vais pas nier une seconde qui me fait sourire à plusieurs moments. Donc, c'est pour ça que je vais le mettre en C. Mais c'est plus c'est moi que c'est plus, hein. Après, nous avons la licorne. Il me semble pas qu'on lui ait donné un nom, ou genre vaguement, rapidement à la fin de l'épisode en question. La licorne Poufias qui se fout de la gueule de Mabel. Je, je trouve pas qu'elle soit affreuse en soi. L'approche est assez. Il fait un peu sourire sur les bords. Après, bon, il y a quelques petits problèmes que j'ai par rapport à comment on est censé considérer Mabel par rapport à ça. Sur le concept, ce personnage fait un peu sourire sans plus. On va pas non plus se pencher des heures et des heures sur chaque personnage non plus. Après, nous avons Dipper Cool. J'aime pas le personnage du tout. Je trouve que c'est une insulte pour le personnage de Dipper. La blague s'use vite. Et je sais pas, s'il avait été introduit dans de meilleures circonstances, je l'aurais peut-être mis en D ou C parce que voilà, la blague de base n'est pas mauvaise. Je comprends qu'il puisse énerver Dipper et tout, mais non, 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 je peux pas apprécier ce personnage tant soit peu quand on sait d'où il sort. Quand on sait la façon dont on traite à la légère comment Mabel traite son frère par rapport à ça. Donc non, pour moi, il faut pas grand-chose ce personnage. Ah, on a bientôt fini avec les personnages. On a terminé avec les personnages qui n'apparaissent réellement qu'un seul épisode, qui n'ont réellement qu'un seul épisode d'importance. Et on va commencer avec les personnages plus récurrents, en commençant avec les forces de l'ordre et nos deux policiers idiots. Alors, en temps normal, je les aurais mis en F. Vraiment. Je trouve que le cliché est débile. Le fait qu'on exagère le trait de façon gaguesque n'arrange pas la chose. Voilà, on a nos deux policiers, ce sont des abrutis qui savent rien faire. C'est très marrant, hein, très vite ça s'use. La chose qui arrive à améliorer ça et à les situer un petit peu plus haut pour moi au rang D, c'est que on joue sur leur relation de façon assez intéressante au fur et à mesure des épisodes, surtout dans la seconde saison, où on voit qu'il y a quelque chose entre eux, ils osent pas aller jusqu'au bout, et à la fin, ils arrivent à se l'avouer. C'est assez mignon en soi, et c'est un petit peu la chose qui les rattrape un petit peu. Et puis aussi, de temps en temps, ils arrivent à être un tout petit peu compétents dans leur devoir. Pas énormément, mais un tout petit peu, c'est déjà ça. Après, on va voir nos membres du FBI que je situe en B et qui auraient très bien pu finir en A s'ils avaient été mieux gérés dans la saison 2. Mais voilà, leur départ est un peu trop expédié, un peu insultant. C'est ce qui baisse un tout petit peu la qualité de l'épisode sur le passé de Stanford et Stanley pour moi. Parce qu'il faut qu'on conclue, qu'on boucle ce problème-là, ce conflit-là. Et donc on le fait de façon ultra rapide et pas satisfaisante. Il y avait clairement moyen de faire ça mieux, c'est ça qui baisse un petit peu leur intérêt. Mais en termes de personnalité, je trouve qu'ils passent bien. C'est le genre de caractère, de personnage un peu blague sur les bords, parce que bon, on joue un petit peu sur leur personnalité pour faire de la blague et créer une dynamique de groupe, sans en faire des caisses, sans aller dans le grotesque, contrairement à d'autres, contrairement à ceux-là, vous voyez. Et je trouve que ça passe bien, je trouve qu'ils ont une bonne dynamique. Le fait qu'ils s'intéressent un petit peu aux phénomènes surnaturels qui ont lieu à Gravity Falls, ça montre quand même qu'ils sont compétents. On voit qu'on a affaire à des personnes qui essayent de se plonger plus dans ce qui se passe, ce qui est un petit peu compréhensible avec tous les mystères qu'il y a autour de la ville. C'est cool d'appuyer ça. Et vraiment, j'aurais mis ça un cran plus haut s'il n'y avait pas eu cette conclusion un peu trop facile et rapide. Après donc on va voir tous les personnages en lien avec le voyage temporel et j'ai déjà donné mon avis là-dessus dans ma critique de l'avant-dernier épisode, l'avant-avant-dernier épisode de cette série. Je trouve que ça n'a pas été bien géré. Après, est-ce que les personnages valent quelque chose en soi? Déjà nous avons Blendin, ou Blantin en français. Moyen, ça va.
Je le trouve pas détestable en soi. On a un peu de peine pour lui pour ce qu'il traverse. Le fait que ça s'arrange pour lui à la fin, même si ça va vite, on est un peu content pour lui. Et après, bon, sa dernière apparition, son dernier rôle, je trouve que c'est un peu forcé et très dommageable vu que, bon, il fait juste coucou, quoi. Et il doit survivre, contrairement aux autres, parce que je sais pas, il était un peu plus populaire que les autres. Alors nous avons les deux autres voyageurs temporels qui sont un peu plus sérieux, mais qui, après qu'on passe un peu plus de temps sur cette dimension du futur, sont pas si intéressants que ça et ils sont pas si intelligents que ça au bout du compte. Honnêtement, ils m'ont laissé aucun impact, aucune trace mémorable, quoi. Ils sont là, histoire de remplir leur rôle. À chaque fois, ils auraient pu être remplacés par n'importe quel autre type de cette agence de voyage dans le temps, ça aurait été pareil vu le peu de personnalité vraiment qui se dégage d'eux, donc ils sont même pas à compter dans la liste personnellement, hein, même pas F ou quoi que ce soit. Après, nous avons donc le bébé du temps, gâchis. Un gâchis à la fin, c'était une blague les quelques fois qu'on l'a vu, et à la fin on en fait un gâchis, une espèce de blague qui meurt rapidement, histoire de dire. Il représente tout le côté foutoir de cet arc du futur qui n'amènera à rien. Et ouais, honnêtement, vous auriez pu faire mieux, quoi. Même en partant de la blague du bébé du futur, vous auriez pu beaucoup mieux l'exploiter. Et c'est pas ce que vous avez fait. Et ouais, c'est un peu... c'est du gâchis, personnellement, c'est du gâchis. Après, nous avons ce type, un des premiers persos récurrents à être mis en avant dans la série et qui a été vite mis en retrait parce que bon, il n'était pas très intéressant. Parce que là, sa caractéristique, c'est qu'il aime bouffer. C'est un gros lard qui aime manger des pizzas. Voilà, donc il y a eu quelques épisodes centrés sur lui en début de série, et après, on n'en a plus rien eu à foutre de lui. Et c'est pareil pour moi, j'en ai jamais eu grand chose à cirer de lui. Suivant, alors nous avons le mec qui épouse un pivert. C'est une blague ce type. Mais il a un petit rôle malgré tout parce qu'il joue un tout petit peu dans cette espèce de confrérie de l'œil immaculé, dans certaines décisions qui se prennent. On peut supposer qu'il a un poste haut placé d'une quelconque façon, même si c'est jamais particulièrement appuyé. Donc c'est pas rien, c'est pas anodin, il appuie un petit peu quelque chose. Après, est-ce qu'il l'appuie bien? Pas particulièrement. C'est assez oubliable, son gag est marrant les 5 premières secondes, la première fois qu'on voit ça. Mais très vite, ça s'use vite. Et ouais, on aurait un peu plus en passer, même s'il apporte un tout petit peu quelque chose, l'ambiance globale. J'en parlerai quand on y viendra. Après, donc, nous avons notre journaliste freelance. J'ai oublié son nom et je m'en fous. Pas fan de ce type non plus, hein, non. Après, il a un petit rôle, on essaye de donner une petite dynamique de conversation, de relation entre lui et différents personnages, notamment Dipper et Mabel, hein, parce que voilà, il a pas mal d'interactions avec Dipper, ce mec, et quand on y pense, c'est pour ça que il m'énerve pas énormément, mais c'est pas au point d'être dans la moitié un tout petit peu supérieure à partir de C, hein, pour moi. Donc c'est plus un D++, pas tout à fait un C-. Voilà, si vous voulez, il est pas loin de C, hein, il y aura pas mal de personnages que je mettrai en C, donc je vais essayer d'équilibrer un peu ça. Dites-vous juste que c'est vraiment passé pas loin, mais il y a quand même un peu trop de trucs ridicules autour de lui pour que je l'apprécie véritablement personnellement. Après donc, dans mes mordilles, nous avons Sandra Jiménez, et j'adore cette femme. Ok, c'est assez incroyable, mais ça a toujours été mon truc personnellement, dans pas mal d'univers où c'est un petit peu barré, de voir ces personnages qui sont sérieux et qui sont assez cyniques par rapport à cet univers un peu barré. Et c'est totalement le cas de Sandra Jiménez. Je la mets en A, carrément. Voilà, j'adore ce personnage. Chaque fois qu'elle apparaît, je trouve qu'elle sait être pinçante, piquante à plusieurs moments. Et puis son passage à la fin, quoi, lorsqu'elle est prête à filmer, à commenter ce qui se passe lorsque Bill prend le pouvoir sur la ville. Je veux dire, sérieusement, les tripes qu'elle a, quoi.
Rien que ça mérite d'être classé A. Hein. S'il y avait eu que ça autour du personnage, ça aurait été génial déjà. Hein. Mais bon, il y a tous ces petits moments de cynisme aussi qui passent bien. Et voilà, chaque petite apparition qu'elle a, elle me plaît beaucoup, celle-là. Et elle représente l'intelligence de Gravity Falls, les quelques recoins intelligents de Gravity Falls qui me plaisent bien. C'est pour ça que ouais, elle mérite d'être haut placée celle-là en termes de personnage secondaire. Nous avons le mec Tugora, et je vous cache pas que s'il y avait eu que ça, s'il y avait eu que son personnage dans la première saison, sans qu'on aille plus loin, je l'aurais même pas compté dans cette liste. Parce que je ne le trouve pas particulièrement intéressant, je trouve pas son gimmick particulièrement drôle ou saisissant d'une quelconque façon, mais bon, ça existe. Cela dit, on a développé un peu le personnage, il a un petit peu évolué, il a pris un rôle par la suite lorsqu'il s'est présenté comme maire et qu'il a fini par être élu, et on a montré un tout petit peu qu'il était consciencieux, quoi. Et sur son côté, prêt à encourager les autres, et ben on sent que ça s'est un tout petit peu répercuté sur le peu de décisions qu'il semble avoir prises lorsqu'il essaye de tenir tête à Bill et ses hommes, lorsqu'ils arrivent pour conquérir Gravity Falls. Il essaye un petit peu, vous voyez, quoi. Il essaye de participer. Donc, je sais pas, j'hésite entre C+, et B-. Allez, on va le mettre en B. Voilà, B, parce que voilà, je trouve qu'il a été bien géré dans la seconde partie, dans la seconde saison. Et même dans la première saison, il n'était pas affreux ou quoi que ce soit, il était juste assez oubliable. Mais bon, on a su gérer le personnage, oui, il va en B, il va en B. Après, donc, nous avons la bande de potes jeunes de Wendy, en commençant par le meilleur, Robbie. Bien sûr qu'il va en S, il est génial. Je déconne. Je vais pas le mettre tout à fait en F malgré tout. Je vais le mettre en E, là aussi. Parce qu'il y a quelques petits points qui sont pas affreux autour du personnage, même si, bon, très majoritairement, ça a été un casse-couille celui-là, une espèce de tyran stupide qui veut s'en prendre à un gamin de 12 ans, parce qu'il est con. Ce genre de choses qu'on n'a pas arrêté d'appuyer, qui n'arrangeait pas le personnage, on en fait un connard fini à un moment donné, mais on essaye de lui faire avoir une rédemption par la suite. Une tonne de moments comme ça qui sont énervants, mais il y a quelques petits moments, quelques passages où j'arrive à être un tout petit peu pris dans ce qu'on veut faire autour du personnage. Voilà, hein, quand on veut lui créer un passif par rapport à comment il a vécu avec ses parents, ce qui l'a amené à être là, à être ce qu'il est, quand on essaye un tout petit peu de lui faire une trêve avec Dipper, même si ça ira pas plus loin. Ce genre de choses, c'était pas totalement anodin. C'est plus un E- qu'un E, mais voilà, c'est pas tout à fait F pour moi. C'est pas un personnage aussi affreux que ça. Après, nous avons donc la bande des ados, je vais essayer de faire ça vite. Tambry, elle existe. Son gimmick me déplaît pas, mais j'en ai un peu rien à foutre d'elle. Les deux blaireaux, honnêtement, ils sont sans intérêt. Voilà, je vois pas beaucoup de différence entre eux. C'est deux ados qui ont aucune réflexion, qui sont stupides. On essaye de donner un tout petit peu plus de profondeur au punching ball du groupe, à la tête de Turc, entre guillemets, qui essaye de s'en complaire. Il y a quelque chose qui est pas inintéressant à décrypter là-dedans, à analyser là-dedans. Après, ça vole pas très haut, et bon, la façon dont c'est géré dans l'épisode où on passe vraiment du temps sur eux, c'est pas non plus extra. Hein. Je parle bien entendu de l'épisode Le filtre d'amour. Ils sont pas gérés d'une super façon, mais il y a quelque chose d'un tout petit peu plus intéressant à voir chez ce personnage que chez les autres. Personnellement, voilà pourquoi je le place un petit peu mieux que cela. Voilà, Tambry, c'est celle qui passe le mieux parce que voilà, c'est celle qui. C'est la moins énervante du lot, quoi. Mais elle casse pas des briques non plus, hein. Après, donc, on commence un gros morceau, Pacifica, que j'adore. J'adore son évolution, pas tout à fait rang S. Le rang S, c'est vraiment les personnages ultra excellents et on n'atteint pas ça facilement. Hein. Je vous cache pas qu'il va y avoir un seul personnage qui va tomber dans ce rang-là. Voilà, mais j'aime énormément son évolution. Cette façon de nous prendre un peu au dépourvu parce qu'au début, on sent que ça va être genre l'attirant de base lambda dans la première saison
qui me volera pas plus haut que ça, mais on la développe plus dans la saison suivante, en montrant qu'il y a tout un passé qui a conduit à cette attitude, qu'elle n'est pas née comme ça, et vraiment l'épisode centré sur elle, numéro 10 de la saison 2 à cet égard, est génial, je trouve. Donc voilà, cette évolution qu'on met en place dans la saison 2 est géniale, et reprend très bien la façon dont on a introduit le personnage. Ensuite, nous avons ces deux amis Chippy qui apparaissent à 2-3 moments, surtout dans la saison 1, on les voit pas trop dans les saisons suivantes. Dans la saison 2, elles m'ont pas marqué, c'est juste histoire de dire c'est les deux groupies qui suivent la fille populaire. On les développe pas plus que ça, donc elles sont pas particulièrement marquantes. Ses parents, par contre, sont un peu plus marquants que ça, puisque on les a vraiment un tout petit peu, un micro-chouïa introduit dans la saison 1, mais c'est vraiment dans la saison 2 qu'ils sont plus mis en avant. Et je trouve que en tant que connard hautain, ils le font très bien passer. Même s'ils sont pas super malins non plus, hein, quand on y réfléchit un petit peu sur leur épisode, où ils préfèrent laisser tous leurs invités se faire changer en ronces, en écorce, plutôt que d'inviter des gueux chez eux. C'est un petit peu excessif, mais voilà, le côté hautain, je ne veux pas accepter le petit monde et cette considération, ce mépris total envers les gens inférieurs, c'est bien rendu, vraiment, et ça en fait des sales antagonistes très réussis. Voilà, ils sont détestables, mais ils sont bien faits dans le fait d'être détestables. C'est ça le truc, je juge la qualité d'un personnage par rapport à ce qu'on veut faire passer. On veut en faire des gros hautains détestables, on le fait très bien. Voilà, après ça manque un petit peu de vrai développement et de moments un peu plus intelligents pour être plus que rambé, mais ça vaut quelque chose, ça vaut quelque chose. Nous avons ensuite Candy et Grenda. Alors je comprends pas pourquoi vous les mettez ensemble, parce qu'elles ont quand même toutes deux des personnalités assez distinctes. Cela étant, l'une comme l'autre, je les situe au même endroit, c'est-à-dire au rang C. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des rôles de soutien qui passent. Quand on se centre pas trop sur elles, ça va. Ce sont des personnalités qui sont acceptables. Quand on se centre un peu trop sur elle, Grenda dans l'épisode avec le jeune gars milliardaire russe, il me semble, je sais plus exactement de quel pays, ou Candy dans l'épisode sur la leçon de drague de Dipper, tout ça, elles sont pas intéressantes du tout et elles régressent pas mal. Mais globalement, elles sont acceptables en tant que perso de soutien pour appuyer le personnage de Maple. Je les mettrai pas en D pour ça. Je les mettrai plus C- que C, mais je les mettrai pas en D non plus. Après, nous avons la petite copine de Mousse. Elle est sympa. On l'appuie pas énormément, malheureusement, mais le peu qu'on la montre, elle est plutôt sympa. J'hésite entre B et C, hein. Parce que bon, ça m'embête de la mettre dans la même catégorie que d'autres personnages qui ont quelque chose en plus. Je vais la mettre en B, hein, mais vraiment limite, hein, du B-. Parce que voilà, elle n'est pas énormément développée, c'est ça le truc, quoi. Hein. C'est une personne qui est compréhensive, de Mousse, qui est assez ouverte. Et elle prend plutôt bien le fait que leur premier rendez-vous était un fiasco et qu'elle ait risqué sa vie. J'avoue que c'est très ouvert, hein, ça la rend assez sympathique, ça. Ça manque un peu d'approfondissement pour être particulièrement mémorable, mais ça vaut un peu le coup, c'est pas mauvais. Hein, le peu qu'elle apparaît, elle est sympa. Après, nous avons donc la tenancière. J'ai oublié son nom à celle-là aussi, hein, je me souviens pas du nom de tout le monde, hein, c'est sûr. Elle existe. Je sais pas quoi dire, son gimmick, c'est quoi en fait? Alors il est un peu âgé, il a son léger caractère, je sais pas, elle n'est pas très marquante. Mais bon, elle est là, quoi, elle est pas non plus totalement oubliable. Les rares fois où on essaye de se centrer sur elle, de développer certaines choses autour d'elle, ça va, c'est un personnage qui illustre bien le truc, après... Voilà, elle a un rôle qui est pas anodin dans un truc qu'on verra plus loin, mais en tant que personnage en soi, c'est moyen, quoi. Après, nous avons le vieux maire qu'on a vu à quelques reprises, donc, dans cette série, et qui est mort, donc, au cours de la saison 2, qui a genre plus de 100 ans, d'après ce que j'ai suivi, donc, ouais, un maire qui est présent depuis très longtemps, et, ouais, là aussi, il est là. J'ai pas grand chose non plus à développer là-dessus. Il est présent. C'est quelqu'un qui représente
la vieillesse au pouvoir, c'est-à-dire la tradition du vieux patelin qui consiste à élire le même type en tant que maire sur une très longue période du temps parce qu'on est habitué, tout ça. Voilà, ça le fait acceptablement ça. Après, en termes de personnalité, ben, c'est un vieux croulant quoi. Après, je dis ça, est-ce qu'il a été élu plusieurs fois ou est-ce qu'il a mis en place des lois qui l'empêchaient de quitter son poste? C'est pas impossible, je sais plus exactement comment ça a été présenté dans l'épisode où on a annoncé sa mort. Les deux petits copains imaginaires de Mabel, sympa. Allez, je vais les mettre en B là aussi, j'ai évité de mettre trop de C non plus. Ils sont relativement marrants dans leur personnalité, dans cette espèce de vision assez simple que Mabel a de la vie. C'est quelque chose qui passe beaucoup mieux que d'Hyper Cool, par exemple, parce que voilà, ce sont des créations totalement originales. Et voilà, ça accentue bien ces petits délires, ces petits fantasmes à Mabel. Ils le font bien passer et souvent, ils sont introduits de façon bien fluide dans les moments qu'on veut accentuer autour de Mabel. Je trouve qu'ils sont efficaces à ce niveau-là. Après, le problème que je pourrais avoir autour des personnages, ça vient de la mentalité de Mabel à la base. Mais en soi, ces deux-là sont tout à fait sympathiques à regarder les quelques fois qu'ils apparaissent. Après, nous avons la chèvre. Je m'en bats les steaks. Elle est là, je m'en fiche royalement. Qu'il y a une personne qui arrête pas de dire en commentaire qu'elle adore cette chèvre, c'est pour elle ou lui, je sais pas trop, le meilleur personnage de la série. Tant mieux. Je m'en fous. Elle est là, elle sert à rien, elle illustre quelques petits trucs de temps en temps, je m'en tape, elle mérite même pas d'être classée pour moi. Mais bon, hein, disons que ça aide un tout petit peu à illustrer le truc, mais je m'en fiche royalement. Nous avons le père de Wendy, moyen. Ouais, moyen, si. Il a son caractère de bûcheron, donc assez colérique, assez brut de décoffrage. Une fois qu'on part de ça, sans plus. Il n'y a rien de très recherché, même si je le mettrai quand même davantage en C+, parce que voilà, il appuie quand même le trait de caractère de Wendy par la suite. En quoi c'est une battante, quelqu'un qui se laisse pas faire. Parce que voilà, c'est quelqu'un, vraiment, une fois de plus, de brut de décoffrage. Donc voilà, j'apprécie le personnage pour ça. Après, est-ce que ça vaut plus qu'un C? Je trouve pas, faut pas exagérer. La mère de Mousse, ouais. La personnalité de vieille dame lambda, je trouve pas qu'elle soit affreuse là-dessus, sauf à un moment rapide dans l'épisode sur Giffany où on voit qu'elle stalke son fils à la fin. Mais le reste du temps, c'est juste une vieille dame qui reste assise, qui dit 2-3 trucs, qui sert à rien, quoi. Histoire de dire que voilà, il a une maman, Mousse, et elle accepte un petit peu tout ce qu'il fait. Il essaye de parler avec lui de temps en temps de quelques petits trucs, mais ça va pas plus loin que ça. Le seul moment où je suis un tout petit peu attaché à elle, c'est dans l'épisode sur le passé de Mousse, où on voit qu'elle essaye d'être présente pour lui et qu'elle en veut à son mari d'être parti et d'avoir laissé son fils derrière. C'était assez joli, et le reste du temps, elle était très très plate et sans grand intérêt, plus un D+. Qu'autre chose, mais je peux pas mettre ça dans ces... Je suis désolé. Après, alors ça, c'est un truc qui me sidère un petit peu. On met les parents de Stanford et Stanley indépendamment. On met Grenda et Candy ensemble. Ces deux personnages qui ont en tout et pour tout un cumulatif de quoi 2 minutes 30 de temps d'écran dans la série, on les met à part. J'ai le sentiment que la personne en fait a pas trouvé de plan précis, on les voyait ensemble. Donc il s'est dit tiens on va les mettre à part. Parce que honnêtement, autant le père je peux avoir quelque chose à dire, la mère elle existe quoi. Le peu qu'on voit de sa personnalité via son design et le métier qu'on lui donne, j'imagine que ça peut justifier un petit peu certains traits de caractère, surtout chez Stan. Mais en dehors de ça, je trouve qu'elle est beaucoup trop effacée pour valoir quelque chose. Le père, je vais quand même le compter parce qu'il ne faut pas exagérer, il y a quelques petits trucs à dire là-dessus. C'est la figure d'autorité qui représente un petit peu
comment ont évolué Stan et Ford. Et je trouve qu'il le fait bien. Après 1 minute 30, 2 minutes de temps d'écran, quoi. Est-ce que ça vaut plus qu'un C? Non, je trouve pas. Voilà, on voit que c'est une figure autoritaire qui a de grands espoirs et qui est genre intransigeant, quoi. Son fils leur a causé du tort et il peut pas rester dans la maison, il doit se barrer et faire sa vie lui-même, quoi. Il est de ce genre-là, quoi, aller aussi loin. Donc ça montre quelqu'un qui est qui hésite pas, ce mec. Donc le peu qu'on le voit, il passe bien. Après, c'est ça, le peu qu'on le voit. Si on l'avait développé plus, sans doute qu'il aurait été un peu mieux classé. Faut pas exagérer, quoi. Donc ouais, nous avons ensuite les méchants. Alors j'ai compté les gnomes en phase de transition parce qu'ils sont méchants à moitié. Difficile à dire puisque au début ce sont des connards, mais c'est un petit peu entre deux après, quoi. Des fois ils sont du côté de nos héros, des fois pas. Ça arrête pas de varier, de transvaser. Donc nous avons Jeff, le gnome central, le chef du groupe qui est acceptable. Il a sa personnalité, il essaye de gérer un peu le truc. Ça va pas plus loin que ça, je trouve. Il n'a pas une personnalité sensationnelle non plus. Et bon, la façon dont sont gérés les personnages, je trouve pas ça extraordinaire. J'ai le sentiment qu'on insiste un peu sur cela parce que ce sont les premiers grands méchants, ceux qui sont apparus dans le premier épisode, mais ouais, c'est pas parce que c'est les premiers grands méchants, entre guillemets, un grand, faut pas exagérer, même sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, les premiers antagonistes de nos jumeaux, c'est pas parce que c'est eux qu'il faut leur donner une importance particulière. Ramasse mes crottes. J'en dis pas plus. Ensuite, nous avons les deux vieux. Non, allez, vous savez quoi? Je vais les mettre en C. J'aime vraiment pas la façon dont ils sont dépeints de façon ultra cliché et grotesque par rapport à cette haine des ados et c'est ça qui plombe l'épisode. N'empêche que je peux pas nier une seule seconde, il y a pas mal de créativité dans leur façon d'hanter leur magasin et vraiment ça vient d'eux quoi, cette créativité, cette façon de jouer avec ce qu'il y a sur place, ce crâne qui apparaît, absorber quelqu'un dans une boîte de céréales, etc. C'est assez créatif et ça vient d'eux, hein, c'est leur truc. Et donc ça j'apprécie beaucoup. Après, j'aurais pas été contre qu'on mette des personnages plus intéressants que de vieux qui aimaient pas le rap et qui sont morts d'une crise cardiaque à cause de ça, quoi. C'est un petit peu trop con pour moi, hein, malheureusement. Mais bon, hein, visuellement parlant, ils font bien le taf. Après, nous avons la catégorie jeux vidéo avec déjà le mec de Street Fighter, du simili Street Fighter. Alors, c'est une fois de plus difficile de le compter totalement comme un méchant parce que j'avais pas saisi ça, j'avais un petit peu zappé le fait qu'il réapparaissait à la fin. Pour être du côté des gentils, parce que voilà, ce qu'il porte, c'est sa notion d'honneur, quoi. Faut vraiment être totalement honorable et quand on l'est pas, on devient son ennemi, ce qui en fait un antagoniste un peu particulier. Et j'avoue que c'est assez bien fichu, quoi. Visuellement parlant, il y a beaucoup de gags qui passent très bien autour de lui. Après, ouais, sa mentalité est un peu trop juste pour être plus loin que B, malheureusement. Et disons que c'est plus un B+. Mais je sais pas, je pourrais pas mettre ça dans les A, faut pas exagérer, ce serait un petit peu trop pour moi, un petit peu trop. Mais il est très sympathique, et vraiment, une fois de plus, visuellement, il y a des trucs, il y a des tonnes de gags autour de lui qui passent nickel. Même vers la fin, hein, lorsqu'il part et qu'il fait un espèce de dernier au revoir avec un pouce levé à ceux qui ont sauvé la situation, c'est assez marrant, c'est assez joli à voir, et en montrant un peu son côté honorable. Ils ont bien joué là-dessus, vraiment, ce personnage en joue bien là-dessus. Pas tout à fait assez présent pour être dans la catégorie A, mais disons que c'était pas loin. Après, nous avons Giffany. J'adore Giffany. Et si elle avait été plus présente que durant un seul épisode, je l'aurais mis en rang S si on avait continué sur cette voie-là parce que je la trouve géniale. C'est elle qui porte totalement l'épisode d'un amour virtuel. Totalement. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on la voit pas plus. Hein, ça aurait fait un bon perso récurrent si on avait pu trouver un moyen de la ramener. C'était assez difficile, faut dire ce qui est. Mais ouais, quoi, sa personnalité, la façon dont on joue sur les codes du jeu
dans laquelle elle est intégrée comme pour ce type-là, quoi. Ça reprend un peu le même principe, c'est très bien rendu. Et ouais, il y a énormément de créativité, sa personnalité qui va avec. J'adore, quoi. Elle porte magnifiquement l'épisode. C'est elle qui fait de Un amour virtuel un épisode très sympathique à regarder, en dépit des gros soucis que j'ai, notamment avec le personnage central. Après, donc, nous avons le grand méchant numéro un, Gideon, celui de la saison 1 qui était présent tout le temps. J'aurais tellement voulu le placer plus haut que ce que je vais faire, mais je vais le mettre en B. Parce que je suis vraiment pas fan de son développement dans la fin de la saison 2. Voilà, je me suis appesanti là-dessus, je vais pas continuer davantage, mais voilà, ce retournement de veste est un petit peu trop gros, trop rapide, trop expédié pour être satisfaisant, et c'est un peu dommage. J'ai le sentiment que vous vouliez faire en sorte qu'il fasse partie des gentils à la fin, et donc vous avez forcé les choses, et c'est vraiment dommage. Pour le reste, ça va, j'aime beaucoup cette espèce de vision qu'il a de lui-même, supérieur aux autres et manipulateur. Comme il est dans la saison 1, c'est lui l'une des meilleures parties, et facilement. Il représente le meilleur épisode de la saison 1 pour moi, l'épisode où il apparaît. Donc il vaut quelque chose, c'est un bon grand méchant. S'il avait été mieux géré dans la saison 2, même s'il n'avait pas été repris dans la saison 2, je l'aurais mis en A. Malheureusement, il a été mal repris dans la saison 2, donc c'est pas tout à fait en A. Désolé. Nous avons ensuite son père qui existe. On joue un petit peu sur sa personnalité, mais bon, c'est quelqu'un qui a qui suit un peu le mouvement, quoi. C'est un petit peu une carpette qui se laisse faire par son fils, à peu de détails près, donc si c'est bien rendu par rapport à ça pour le personnage de Gideon, pour le personnage en soi, ça vole pas haut, mais il remplit bien son rôle par rapport à ça. On insiste sur sa mère aussi, qui a quelques moments d'apparition ci et là. C'est vraiment difficile de juger le personnage pour le peu qu'elle apparaît, mais une fois de plus, comme son père, elle illustre bien le contrôle que Gideon a sur leur vie. Et c'est pour ça que je le comptabilise là-dedans, que je la mets en C, parce que voilà, ce sont de bonnes illustrations du pouvoir qu'a Gideon, de l'emprise qu'a Gideon. Alors, dans les méchants one-shot, nous avons la créature métamorphe qui était géniale dans son épisode visuellement en termes de menace. Elle avait vraiment quelque chose de très fort à faire passer. J'hésite à le mettre en B pour certaines raisons, parce que voilà, il prend quelques décisions un petit peu stupides dès lors qu'on y réfléchit. Mais vous savez quoi, l'ambiance qu'il instaure, la créativité autour de lui, ça vaut d'être mis en A. C'est comme pour Guy Fanny, il y a quelque chose d'assez fort là-dedans. Je lui préfère légèrement Guy Fanny, mais vraiment, il pose vraiment une ambiance très forte. Et ça amène beaucoup de moments de personnages très bons. À la fin, lorsqu'il fout les jetons à Dipper avant d'être cryogénisé, là aussi, c'est un grand moment assez fort. C'est un très bon méchant d'un épisode qui passe nickel. Après, nous avons le leader de la secte, l'œil immaculé, qui va à peu près. J'irai pas le classer plus haut que ça parce que, ouais, il est un petit peu bébête sur les bords. Ses motivations sont vraiment liées à des motivations plus globales, donc pas vraiment en tant que personnage. Et voilà, la façon dont il termine à la fin de son épisode, comme c'est traité, c'est beaucoup trop à la blague. Malheureusement, ça la rabaisse un peu trop. Mais voilà, il a une présence quand même et son design est pas mal. Donc voilà, il mérite d'être en B, je pense. Nous avons ensuite le dernier méchant de la liste, Bill Cipher. Le meilleur personnage de la série, de loin pour moi. En termes de présence, en termes de sadisme, en termes de pouvoir, il est jouissif à voir. Jouissif à regarder. Il a énormément de moments qui font peur, énormément de moments qui font sourire. On appuie sa menace au fur et à mesure de la série, surtout dans la saison 2, mais même à la fin de la saison 1. Ce personnage est excellent. Il a très bien été instauré, et à la fin, quand c'est lui qui arrive, qui a son grand moment de gloire, on a les jetons totalement parce que on voit qu'il est imprévisible. On voit que c'est quelqu'un qui aime le chaos et qui s'en délecte vraiment. Et le fait qu'on joue à ce point sur sa forme,
et qu'on ait autant de créativité, ça rajoute quelque chose, ça lui donne une personnalité particulière. Et si je devais faire ma liste, toute œuvre confondue, c'est-à-dire en comptant les séries, parce que je n'avais pas fait la dernière fois des meilleurs méchants Disney, il serait dedans. Vraiment, il serait dans le top 10. Hein. Vraiment, je l'adore ce gars. Le meilleur perso de la série, de loin. Enfin bon, il nous reste plus qu'à voir le gros morceau, c'est-à-dire les personnages centraux, les protagonistes qui ont un rôle d'importance au fur et à mesure de toute la série. En commençant par donc l'amoureuse ado Wendy, que j'aime beaucoup à plusieurs moments et que j'aime moins à d'autres, malheureusement. Ce qui fait que j'aurais adoré la mettre en A, mais je peux pas. Parce que elle est un petit peu trop rabaissée par ses moments avec ses potes ados et lorsqu'on la dépeint comme une ado qui a des trucs d'ado typiques, clichés basiques, elle perd grandement en intérêt. Et malheureusement, il y a beaucoup de moments comme ça. Qui lui font perdre un petit peu de poids, alors que le reste du temps, sa relation avec Dipper, sa façon d'être un peu attaché à ses enfants, à ce groupe, et les moments où elle est badass, surtout dans l'avant-dernier épisode, là vraiment, elle déchirait, ces moments-là sont géniaux et la rendent apte à être un personnage de rang A pour moi, mais c'est trop rabaissé par ces moments avec ses potes ados, et le fait qu'elle n'aura jamais été autant mise en avant que d'autres. Elle est malheureusement un petit peu trop mise en retrait par rapport à d'autres protagonistes et ça l'empêche de briller autant qu'elle le devrait, je trouve, malheureusement. Mais je l'aime quand même beaucoup, pour beaucoup de points. Et ouais, c'est un point positif de la série sans conteste. Nous avons ensuite Moussa. La polémique, il y a beaucoup de gens qui adorent ce personnage, je comprendrai jamais pourquoi. Enfin si, j'imagine que si c'est un petit peu votre trip, les personnages bêta, si ça vous fait rire, ça peut marcher. Je trouve que c'est traité beaucoup trop grossièrement. Il y a énormément de moments où il est gavant et saoulant avec ses délires stupides. Je veux dire, bouffer de la nourriture pour poissons, être à poil dans sa maison et ravaler la nourriture qu'il recrache. Pour ne citer que ça, mais il y a énormément de trucs comme ça le rabaisse énormément. Après, vous savez quoi, je vais pas le placer si mal que ça. Mettre en rendez parce que il a quand même des moments où il aime nos personnages, quoi. Il est impliqué, je le reconnais. Il sert pas à rien dans l'absolu, quoi. C'est un homme sur qui on peut faire confiance, même si c'est souvent pour être stupide, mais il est quand même fidèle à ses principes et ses amis pour ça. Donc, à cet égard, j'arrive à l'apprécier un tout petit peu en dépit de ses grosses conneries. Seulement, ces grosses conneries prennent beaucoup trop souvent le pas pour être considéré comme un bon personnage pour moi, ou même un personnage un tant soit peu moyen. Il est pas réussi, mais disons qu'on aurait pu faire pire. Mais voilà, c'est le pire perso central, protagoniste de la série pour moi. Alors, Mac Crockett, j'ai un peu hésité à le considérer comme personnage central, mais il apparaît tellement, vraiment. Même quand c'était en tant que blague dans la première saison, il apparaît tellement ce personnage. Et il a un rôle tellement majeur dans la résolution de beaucoup de trucs que j'aurais du mal à ne pas le considérer comme un protagoniste, ce type. Donc voilà, c'est un protagoniste, Mac Crockett. Hein, chacun son point de vue à cet égard. Et j'aime beaucoup. Vraiment, je le classe en rang A. Il a ce côté au départ assez drôle, il fait assez marrer au début, Mac Crockett dans ses interventions, sans que ça aille très loin. C'est un peu comme pour Pacifica, en fait il est très similaire à Pacifica à cet égard. Au début ça a juste l'air d'être le vieux fou du village, qui est un peu marrant sans plus, et qui semble pas pouvoir décoller très loin. Mais après, on va plus en profondeur sur ce que signifie ce statut, comment il s'est retrouvé là, qu'est-ce que ça implique et quel est le passé de ce type, en étant assez raccord avec ce qu'on a instauré sur lui. Dès le départ, dès l'épisode 2 où il apparaît, on montre que c'est un bricoleur de génie. Donc ça colle avec le profil qu'on lui crée au fur et à mesure. Et ouais, quand on découvre son passé dans l'épisode sur la Société de l'œil immaculé, on a énormément de peine pour lui. Ça vous fend le cœur de voir un personnage qui au départ était quelqu'un d'assez juste et posé, de très sensé, finir comme ça parce que il a été consumé par sa peur. C'est très joli, on a beaucoup de peine pour lui et le rôle qu'il joue, cette espèce
de rédemption, cette espèce d'ascension qu'il a pour remonter la pente dans la suite de la série. Moi, je trouve que c'est très bon. Ce personnage est très bien fichu et c'est un des meilleurs pour moi. Après, nous avons donc Stanford, le génie, le frère génie qui est très sympathique. Je le mets en A, lui. Sa recherche de vérité, le chemin de croix qu'il se donne, ses compétences qu'il s'est forgées au fur et à mesure de ce qu'il a vécu, je trouve ça très, très saisissant à voir. Pour un personnage qui apparaît vraiment dans le dernier quart de la série, il sait avoir un rôle vraiment notable dans cette période-là. Toute l'expérience qu'il a accumulée se ressent vraiment beaucoup et ouais quoi, on sent qu'il est vraiment impliqué, qu'il est prêt à aller très loin et qu'il a énormément de moments très forts par rapport à ça. Pour le peu qu'on le voit par rapport au reste de nos protagonistes, il passe nickel. Ça nous amène donc à Stanley. J'ai un petit peu hésité à le mettre en B à un moment donné, mais je le mets en A lui aussi. Parce que voilà, le problème avec Stanley, j'en ai parlé, c'est le dernier épisode où on force beaucoup trop sur le côté bougon, je veux pas aider parce que je suis énervé, tout ça, et c'est assez gavant, je cache pas que c'est assez gavant. Il a quelques épisodes comme ça, quelques intrigues où il est pas mis à son meilleur niveau de temps en temps dans la série. Ne serait-ce que l'épisode Voter Stan par exemple, je suis vraiment pas fan de la façon dont il est géré. Je vous cache pas que ça baisse un petit peu son intérêt, mais j'arrive pas à rabaisser ça au rang B non plus, je mettrai A-, parce qu'il y a énormément de moments forts dans son attache qui se crée au fur et à mesure avec ses petits-neveux, dans les moments badass qu'il nous sert, parce qu'il y en a des tas de moments badass où vraiment on sent qu'il est impliqué et il fait des trucs extraordinaires. Il y a ce passé qu'on lui crée, cette personnalité un peu sans gêne de la personne qui veut exploiter les autres, et donc cette espèce de mystère qu'on crée autour de lui. Est-ce que c'est vraiment un type bien ou pas? L'épisode qui est Oncle Stan est très fort à ce niveau-là, comme je l'ai dit, c'est-à-dire on a tellement instaurer ce personnage comme quelqu'un d'assez ambigu, est-ce que c'est vraiment quelqu'un de gentil au bout du compte, qu'on se pose la question en même temps que nos jumeaux, est-ce que c'est quelqu'un de bien au bout du compte, vraiment ce type? C'est très bien fichu, il y a énormément de choses qui sont excellemment écrites autour de lui et excellemment mises en scène, c'est pour ça que je peux pas le mettre en dessous, faut pas exagérer, même s'il y a des moments un peu grossiers qui l'entachent un petit peu, c'est ça qui l'empêche clairement d'être rang S, c'est sûr, mais voilà, quoi. Ces moments-là, ces nombreux moments où il brille beaucoup valent vraiment le coup, et sa relation avec son frère est assez jolie, assez touchante. Ce qui nous amène donc à pas tout à fait nos deux jumeaux. Il nous reste à voir Dandinou. J'ai presque envie de pas le compter, vous voyez. Il existe ce cochon, donc allez, on va le mettre en C. Hein, voilà, il existe, c'est bien. Après, c'est un cochon, quoi. Il est un peu mignon par moment, mais c'est un cochon. Il réagit naturellement aux trucs qui lui arrivent. Il y a quelqu'un qui lui fait peur, il est effrayé. Il est un tout petit peu attaché à Mabel, mais quand je dis un tout petit peu attaché, c'est genre un tout petit peu, histoire de dire. Je veux dire, voilà, il existe, quoi. Et il a suffisamment d'importance pour être quand même compté dans cette liste, mais il n'a aucune profondeur ou quoi que ce soit. La seule chose d'un tout petit peu jolie qu'on crée autour de lui, réellement, en termes d'écriture, c'est sa relation avec Mabel à 2-3 moments. Mais c'est tout. Et ça aide surtout à appuyer les personnages autour de lui, pas particulièrement lui. Donc, ouais, il n'est pas affreux comme personnage ou quoi que ce soit, mais ça casse pas des briques en soi. Il a même des petits trucs bien, de temps en temps, mais c'est tout. Et ça vient pas vraiment de lui, personnellement. Donc, ce qui nous amène à nos jumeaux principaux, Dipper et Mabel. Je commence par lequel? Allez, on va commencer par le moins polémique. Dipper, je le mets en rang A. Même si, bon, étant donné que c'est le personnage le plus mis en avant de la série, de loin, hein, vraiment, quand on fait le compte, c'est lui qui est le plus au centre. Il a malheureusement des moments où il n'est pas le mieux mis en avant, il est assez négativement représenté, parce que voilà, des fois ça part dans des délires pas super, et donc ça, il est un petit peu entaché par ça, malheureusement, en tant que personnage central. N'empêche que j'aime beaucoup sa mentalité, j'aime beaucoup son approche de petit génie qui veut vraiment
déceler tous les mystères qu'il y a beaucoup de bonnes réflexions, de bonne organisation autour de ça, qui préfère beaucoup de choses pour aider sa sœur, pour aider les gens autour de lui. Il est prêt à beaucoup de trucs, celui-là, et il accomplit énormément, Dipper. Hein, il a cette personnalité un peu terre à terre, un peu posée, qui me plaît beaucoup. À nouveau, j'aime bien dans ce genre de cas où c'est un petit peu la folie, un petit peu loufoque l'ambiance, d'avoir un personnage, certains personnages qui sont un peu normaux autour. C'est eux qui brillent le plus. J'en ai parlé avec Sandra Jiménez, c'est pareil pour lui. Il brille beaucoup par rapport à ça. Et il est très plaisant. Ses relations avec son entourage sont assez jolies, avec sa sœur notamment, mais aussi avec son grand-oncle. Et avec Wendy à certains moments et pas forcément à d'autres. Honnêtement, quand je me revois la saison 2 et que j'ai déploré un peu le fait qu'il a en passé encore pour Wendy, malgré le fait qu'ils ont un peu mis les choses au clair en début de saison 2, je me rends compte que c'est pas si affreux que ça au bout du compte. Voilà, c'est acceptable, c'est compréhensible qu'il ait encore ces sentiments qui n'aient pas disparu au bout du compte. Ça n'ôte rien avec tous les autres problèmes que j'ai avec Voyage et Séduction. N'empêche et que, ouais, il n'est pas toujours mis en avant de la meilleure façon, mais le plus souvent, il est très bien mis en avant. Il a une personnalité qui me plaît beaucoup et il porte très bien la série en tant que, à mon sens, héros central. Même si bon, on peut dire qu'il partage ce rôle-là avec sa sœur Mabel. Alors Mabel, je fais tout un laïus sur elle pour dire que au départ, j'arrive à l'apprécier un peu, mais plus trop maintenant. Donc est-ce que ça veut dire que je vais pas la mettre en C? Je vais la mettre en C quand même. Et honnêtement, j'ai pas envie de m'étendre énormément. J'ai dit pourquoi j'arrive plus trop à l'apprécier autant qu'avant. Je trouve que son côté tout pour moi, qu'elle renvoie durant la quasi-totalité de la série est un peu ennuyeux. L'humour est un peu touché-coulé. Des fois, il est très sympa autour de Mabel, je vais pas le nier. Mais des fois, il est un petit peu ennuyeux. Mais voilà, ce côté tout pour ma pomme, au bout du compte, ça finit par me gaver un petit peu. Et je l'ai plus autant apprécié qu'avant, malheureusement. Malgré tout, je peux pas me résigner à la mettre en dessous de C, on va dire à C-, parce que malgré tout, elle a ses grandes interactions assez bonnes avec ses proches, elle a sa dynamique avec son frère, et beaucoup de moments où elle brille bien en étant ce personnage très haut en couleur, très excentrique, très énergique, et quand ça passe bien. Malheureusement, si vraiment je dois l'analyser dans sa globalité par rapport à son rôle dans la série, c'est un peu trop rabaissé pour être plus en dessous de C, mais elle est suffisamment brillante, entre guillemets, elle a suffisamment de peps et de bons moments pour ne pas aller plus bas que ça. C'est pour ça que ouais, je la mets en rang C. Malheureusement, pas un des meilleurs personnages pour moi, mais on peut faire pire. Et globalement, ouais, la bonne majorité de nos personnages centraux sont bien placés. Vraiment. Et il y a un problème de pas mal de personnages secondaires qui sont moyens, voire assez mauvais, malheureusement. Mais il faut dire ce qui est, hein, c'est pas tout le temps qu'on trouvera une série où tous les personnages sont bien. Hein. Il y a malheureusement très peu de séries qui peuvent s'en vanter. Et elle ne fait pas partie de ces séries-là, Gravity Falls. En tout cas, pas pour moi. Tant mieux si vous trouvez la quasi-totalité, voire la totalité des personnages sympathiques. Moi, c'est pas le cas. Il y en a qui plombent un petit peu l'ambiance, qui sont un petit peu trop stupides, un petit peu trop irritants pour ça. Ce qui avait le dernier morceau, alors j'ai pas très bien compris ce qu'a voulu faire la dernière personne avec cette image globale d'une bonne partie des personnages de la série. Je pense qu'il veut dire qu'est-ce qu'on pense de l'univers de nos personnages, qu'est-ce qu'ils valent en tant que grand groupe. Et c'est assez différent de qu'est-ce qu'ils valent individuellement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un couple vaut, c'est pas la même chose que qu'est-ce que les deux personnages valent individuellement. C'est assez différent. Et je crois, hein, avec cette image, que la personne voulait vraiment mettre en avant qu'est-ce qu'on pense de l'univers de nos personnages dans cet univers, qu'est-ce qu'ils représentent. Et je vais le dire clairement, pour moi, ils représentent beaucoup. Voilà, j'ai des problèmes avec certains personnages individuellement, mais on crée un univers où on sent
qu'il y a cette communauté qui se met en place. Il y a toutes ces relations, toutes ces organisations qui donnent l'impression qu'on a un univers posé et bien organisé qui fait vraiment, vraiment le taf pour moi. Et ouais, c'est un peu une des forces d'une série lorsqu'elle est réussie pour moi. Est-ce que son univers, est-ce que tous ces personnages dans leur société sont bien rendus? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de naturel qui s'écoule entre eux? Et je le dis clairement, oui. Ça s'écoule très bien entre eux, ces différents personnages, cette société qu'on crée, ces relations, ces liens. Et c'est assez fort si on voit les personnages vraiment dans un ensemble, en tant qu'ensemble. Donc c'est assez fortiche pour moi, c'est pour ça que je situe ça en rang A. Pas tout à fait en reste, parce qu'il y a des trucs qui auraient pu être un petit peu mieux faits quand même à ce niveau-là, mais c'est quand même bien rendu. Voilà globalement mon ressenti sur les différents personnages de Gravity Falls. Mes préférés, mes pires, c'est plus une blague, hein, j'aurais même pas dû le compter ce type-là. Voilà, donc c'est assez bien réparti. Quand même un peu plus de personnages qui me plaisent que de personnages qui me déplaisent. Et la plupart des personnages qui me plaisent sont des personnages de plus grande importance que les personnages qui me déplaisent. Faut bien garder ça en tête aussi. Donc ouais, ça se compense largement plus du côté du positif que du côté du négatif. Nous sommes d'accord. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au revoir pour Gravity Falls. C'est terminé. Les meilleures choses ont une fin. C'était très sympathique de suivre cette série avec vous, d'avoir vos retours, vos avis. N'hésitez pas à vous-même participer à ce top tier. Je donnerai le lien en description si vous avez envie de faire votre liste là-dedans et de le faire partager. Ça me ferait plaisir de voir ça de votre part. En tout cas, merci d'avoir suivi. À très bientôt maintenant pour les Total Splash le mois suivant. Au revoir.